En vue de régler la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, à l'issue de ces 6e rounds, les deux parties se sont parvenus ce mardi 14 octobre 2025 à un accord sur un mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu. C'est sous l'accord où le processus des Doha, les tout premiers dossiers dans ces grands plateau spécial sur votre chaîne que vous aimez tant, la FM. Nous avons un deuxième grand dossier qui circule sous la toile en présence des politiques. Cette rencontre à Nairobi entre l'ancien président condamné à mort Joseph Kabila Kabange et quelques opposants qui sont réunis à Nairobi pour tabler sur quelques situations socio-politiques du pays. Rien n'a été dévoilé jusque-là, à part quelques réactions du tout premier jour, parce que les travaux vont s'achever. C'est mercredi. On va se poser plusieurs questions. Au-delà de tout, une question ou un dossier particulier, c'est ce retour du secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi, Augustin Kabouya. Vous avez suivi son speech dès son atterrissage en Djili. Il a lancé quelques déclarations après avoir laissé à ses 6 secrétaires généraux adjoints quelques travail parce qu'il y a des pourparlers qui vont amener ces partis politiques au pouvoir, au congrès attendu par tout le monde. Mais là, comme si la coupe est loin des lèvres, s'il faut parler des paix au sein de ces grands partis politiques UDPS, Tshisekedi. Nous allons tabler ces quelques dossiers pour comprendre quels sont les dessous des cartes que cachent les politiques de l'UDPS Tshisekedi, mesdames et messieurs. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne, la FM, et l'émission que vous aimez tant, le panel. Dans le cadre de ces grands plateaux spéciaux, nous recevons pour vous le secrétaire national de la Ligue des jeunes, de l'UDPS Tshisekedi, en charge de la justice, Maître Florent Ngandou, qui nous a honorés, à qui nous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation, Maître. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci parce que vous nous avez aussi honorés en nous invitant à ces plateaux et de participer à cette émission pour partager l'expérience et l'actualité politique avec les différents auditeurs et téléspectateurs de votre télévision. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir parce que c'est votre première. Nous croyons que ce ne soit pas la première ou la dernière fois. Nous vous aurons à tout moment en cas de besoin. Alors, Maître, moi j'ai voulu qu'on commence par l'actualité en République démocratique du Congo. On va chuter par l'UDPS parce que là aussi, ça fait parler, ça fait débat. Mais d'abord, cette rencontre des Kabila à Nairobi, alors qu'on assiste au même moment à un mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu, le même Kabila est déjà condamné à mort, mais quand même il a cette possibilité de réunir les gens qui doivent quitter Kinshasa pour les rejoindre à Nairobi. Comment est-ce que vous interprétez cela? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, encore une fois, vous dire merci parce que vous nous offrez cette opportunité de partager avec les Congolais, en particulier les Kinois, de ce qui se passe dans notre pays et de leur offrir cette opportunité de connaître qu'est-ce qui se passe réellement entre ceux qui dirigent le pays et, excusez-moi les termes, les pseudo-opposants. Vous savez, lorsque je vis hier, parce que il s'agit de la journée d'hier, la journée du mardi, lorsque à Nairobi, j'ai vu les figures de ceux qui ont totalement détruit ces pays, ceux qui ont dirigé ces pays par défi. Non seulement ils ont dirigé par défi, mais ceux qui ont détruit les finances de ces pays. J'ai vu Matata Ponyo recherché par la justice parce que condamné, il est parti de ces pays clandestinement, il se retrouve à l'extérieur du pays. J'ai vu Raymond Tshibanda, ancien ministre de la coopération internationale,
qui a amené ces pays à ces fameux accords de 19, donc, du 23 mars 2009. Aujourd'hui, qui a inventé un mouvement que le Rwanda pilote, qu'on appelle M23, s'est retrouvé à Nairobi, à côté des créateurs de ce que nous appelons AFC. M23. AFC. Je parle d'abord de AFC. Parce que l'M23, ça c'est le produit purement rwandais. Tous ceux qui dirigent M23 sont des Rwandais. Tous. Et je ne peux pas ici être contredit par un Congolais disant. L'AFC, on a pris quelques compatriotes qu'on a placés devant pour donner l'image à une rébellion. Et il se retrouve à côté d'un rebelle, de quelqu'un qui a été condamné à la peine de mort, ici, dans notre pays. Parce qu'il ne s'est pas présenté devant la justice, il a été condamné par contumace. Il est là, ils réfléchissent de quelle manière ils vont utiliser la force pour renverser le régime Tshisekedi. Alors, maître, ils ne vont pas là-bas pour réfléchir sur l'avenir du pays. Ils ne se sont pas retrouvés à Nairobi pour réfléchir sur la vie qui est en train d'être rendue facile au Congo. Avec tout ce que vous avez, vous qui vivez dans notre pays, observez ou constatez comme effort que le pouvoir actuel est en train de déployer pour offrir une vie meilleure aux Congolais. Alors, donc, est-ce que ce qui a été fait, ce qui a été signé hier à Doha, avec ce qui se passe à Nairobi, on peut marier cela? Non. Ce sont des rebelles. Les mêmes rebelles avec lesquels nous avons signé les accords de cessez-le-feu à Doha, ce sont les mêmes qui se sont retirés dans l'air. Ce ne sont que des branches. Ça, c'est une autre branche, une branche politique de cette rébellion qui s'est retrouvée à Nairobi. Et cette branche politique de la rébellion AFC M23 actuellement se retrouve à Nairobi et une branche militaire accepte de dire non, écoutez, nous déposons nos armes parce qu'ils ont tenté d'attaquer Ouvira, ils ont tenté de prendre Minova, ils n'ont pas su. Et ils ont accepté de signer ce cessez-le-feu. Et ils acceptent que le mécanisme qui a été défini dans l'accord, parce que ça c'est un fait à rappeler à notre opinion, dans l'accord de Washington, au point 7, je crois, il a été dit clairement que il faut la mise en place d'un mécanisme conjoint pour observer les cessez-le-feu et voir de quelle manière on doit désarmer cette rébellion. Mais malheureusement, moi ce que j'ai vu à Doha, nous voyons quand même pour la partie gouvernementale, nous acceptons que les mécanismes soient mis en place, mais que les mécanismes soient efficaces, à mesure de contrôler les mouvements de ces Rwandais qui pensent détruire la RDC au nom des richesses qu'ils veulent à tout prix prendre. Parce qu'aujourd'hui, toutes les zones minières occupées par l'armée rwandaise est en pleine exploitation artisanale. Et on exploite matin, midi, minuit. Ils ramènent au Rwanda. Mais parce qu'ils sont forts. C'est parce qu'ils sont forts. Ils ne le sont pas, ils ne le sont pas non plus. Vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas des stratégies qui vont au-delà de ce qu'eux pensent ou de ce qu'ils mettent en place comme leur méthode. Je profite de votre micro pour parler d'un sujet aussi très sensible. Très sensible. Sujet de la guerre. Vous savez, la guerre, la RDC est capable de faire la guerre au Rwanda. Et la RDC est capable de faire la guerre et l'emporter. Mais vous savez, nous avons démontré à plusieurs reprises, et nous voudrions profiter également de votre micro pour expliquer cet aspect dans moins de minutes. Moi, je voudrais ici entendre de vous, reconnaître que dans notre armée, il y a une infiltration, c'est-à-dire une infiltration rwandaise. Je le dis maintenant en tout mot. Le Rwanda est venu dans ces pays à travers plusieurs casquettes et il a laissé au plus haut niveau de responsabilité ou des chaînes de commandement militaire ses frères et ses soldats. Vous pouvez imaginer ça? Et le Rwanda contrôle notre chaîne de commandement.
Mais dans la chaîne d'exécution des opérations militaires, nous avons des compatriotes déterminés, capables de mettre en difficulté le Rwanda. Mais je n'ai jamais entendu les journalistes décrire que cette situation que nous avons aujourd'hui, la situation que connaît notre armée à l'est du pays, n'est pas due à l'incapacité de notre armée, mais est due à l'incapacité de contrôler les services de commandement, qui est un service infiltré. Et le Rwanda le savait en faisant cela. Maître, donc, moi, je voudrais que nous puissions exploiter ces éléments pour que notre population comprenne que nous avons une armée très forte, bien formée et bien équipée. Parce que pour la toute première fois, nous avons reçu les témoignages de ceux qui opèrent dans les secteurs. Moi et vous ne sommes pas militaires. Mais lorsque les militaires font ces témoignages à travers vos médias, en disant ouvertement que aujourd'hui ou jamais, nous avons un chef de l'État qui s'occupe. Et d'ailleurs, pour preuve, vous avez pour la toute première fois une loi de programmation militaire. Une loi de programmation qui précise que il y aura un budget de près de 1 milliard de dollars. Au moins pour soutenir notre armée en équipement et que ça soit sur le terrain des opérations. Donc, au moins, il y a un signe de la volonté du président de la République de pouvoir avoir sur terrain une armée moderne et capable de protéger l'intégrité de notre territoire. Alors, maître, on accuse le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'une faiblesse qui le caractérise aujourd'hui. Pourquoi? Il donne le double face en pourchassant les opposants, il accuse les opposants armés de soutenir les mouvements insurrectionnels. En même temps, il y a une façade qui prouve que, en coulisses, il négocie avec ces rebelles. Comment est-ce que vous expliquez cette ambiguïté? Joseph Kabila est condamné à mort. Mais vous avez des Congolais qui quittent Kinshasa sans hésitation, sans aucune attitude de difficulté. Ils ont pris l'avion pour rejoindre celui que vous qualifiez des rebelles. Pourquoi cette léthargie? Pourquoi cette faiblesse au sommet de l'État? Quelqu'un qui a été condamné à mort, mais qui est encore capable de réunir les opposants pour faire face au pouvoir en place. Parce que si on parle de la question de Matata, Matata a été condamné, mais Matata a quitté Kinshasa, tous les services fonctionnaient. La DGM fonctionnait, et les autres services sécuritaires. Vous voyez pas que c'est une faiblesse? Je voudrais ici vous dire que les Congolais, y compris, je ne sais pas, vous qui posez la question, vous voudriez voir le chef de l'État se transformer en dictateur. Non, pas en dictateur. Et vous voulez voir le chef de l'État. Que le service fonctionne. L'État est contraignant. Vous voulez voir le chef de l'État partout, y compris même au service d'immigration, dont la DGM. Vous savez, lorsque vous avez la responsabilité et que vous n'arrivez pas à assumer vos responsabilités, dans un pays sérieux, vous pourriez même voir les chefs de la DGM démissionner de lui-même. Mais malheureusement, ces messieurs continuent à exercer comme responsable de la DGM. Oui, mais parce que nous avons regretté, moi comme l'opinion congolaise, nous avons regretté la sortie clandestine de Joseph Kabila et nous l'avons vu que son apparition à Goma. Alors que nous étions informés suffisamment qu'ils sont en train de monter une rébellion qui est aujourd'hui chapeautée par M. Nanga. Suffisamment informés. Et tous les services sont informés. Vous voyez? Et bizarrement, il y a un chef des services et nous disons à ceux-là qui continuent à protéger ces messieurs-là de lui dire que nous, l'UDPS, nous nous sommes battus pour prendre le pouvoir, l'exercer dans l'intérêt de notre peuple, le conserver le plus longtemps possible, en toute démocratie. Mais nous sommes très étonnés, moi et l'opinion congolaise, qu'il y a de ces services qui veulent voir les chefs de l'État venir exercer leurs fonctions. Vous savez, j'ai du mal. J'ai du mal lorsque vous voyez quelqu'un qui était hier en prison, comme Seti Kitouni. Nous avons expliqué à l'opinion que ce monsieur a pris le micro pour aller exploiter son comportement tribal et
ce comportement sécessionniste lorsqu'il évoquait que le Katanga n'était pas une zone à laisser exploiter par une autre tribu ou une autre communauté. Alors que nous sommes à près de 450 quelques tribus au Congo. Mais M. Kitouni ne sait pas que nous, l'UDPS, au pouvoir, nous avons besoin de former la nation. Et nous voulons avoir un chef de l'État qui représente les tribus. Donc, cette Kitouni, arrêté pour ce comportement-là, aujourd'hui, il sort de la prison, il sort du pays pour aller rejoindre les rebelles dans leur branche politique, qui se sont retirés à Nairobi. Il n'est pas seul. Mais Matata ne pouvait rien faire qu'aller rejoindre ce groupe. Vous savez que Matata a accepté de venir répondre à la justice lorsqu'il était en Guinée. Lorsqu'on lui a dit que vous avez, ou vous êtes jugé chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit, il rentre dans son pays pour répondre devant la justice. Mais lorsque Matata arrive et qu'il se voit en difficulté de construire l'élément de preuve de sa non-culpabilité dans les dossiers Bukangalonzo, Matata est allé se cramponner derrière les dispositions, entre parenthèses, constitutionnelles, qui ne donnent pas l'occasion à un ancien premier ministre d'être jugé. Mais s'il se croit innocent, mais il ne pouvait qu'orienter la justice pour dire, voilà, le fait se présente de cette façon, et ce qui a été démontré ici devant vous n'était que du mensonge. Parce que lui, c'est un porteur de chiffres. Il allait offrir ces chiffres. La justice allait dire, voilà, ce monsieur a raison. On allait la quitter. Mais vous savez, ce monsieur s'organise. Il va dire, non, écoutez, moi, on ne peut pas me juger. Donc, vous et moi, nous avons un juge naturel dans ces pays. Le président de la République a un juge naturel. Sauf un certain Matata Mpolo n'a pas un juge naturel. Et depuis toujours et jusqu'à sa mort. C'est la Constitution parce qui protège pas. Non. C'est une mauvaise interprétation de la Constitution. La Constitution est elle constituée de toutes les dispositions. Et ça constitue une seule Bible pour les Congolais. Lorsque tout Congolais, prévu par la Constitution, tout Congolais a un juge naturel, Matata Mpolo, lui, n'en a pas. Mais ça n'a jamais été justifié, ça n'a jamais été déclaré non. Le juge naturel d'un ancien premier ministre. Non. Il n'est pas. Est-ce que la Constitution doit dire un ancien premier ministre? Ça devient quoi? Donc, un ancien président aussi. C'est ça? C'est ce que vous voulez? Non. Alors, maître, non. Quel peut être le sort qui doit être réservé à tous ces opposants qui n'ont pas été condamnés par la justice, mais qui ont rejoint Kabila à Nairobi? Vont-ils revenir ici à Kinshasa et continuer leur mouvement politique? Parce qu'ils ont rencontré celui qui a été condamné à mort, qui a été taxé d'être... Non, ils ont rencontré un rebelle. Pas de problème. Il faut le préciser. Ça va. On n'invente pas. C'est que, messieurs les journalistes, vous êtes avec nous dans ces pays. L'ancien rebelle, monsieur Roger Lumbala, dans ce pays, il a été pourchassé ici, pour être arrêté. Son parti a été même radié. Pourquoi cette histoire s'efface trop vite dans la mémoire du Congolais? Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'on l'a vu lorsque hier Kabila se battait contre ce Rwandais-là, qui viennent pour réclamer le Kivu comme une partie qui appartient au Rwanda. Ces Rwandais-là ont imposé à Raymond Tshibanda, qui représentait Joseph Kabila, dans ces négociations, accepter que la zone Est soit co-dirigée avec le Rwanda. Que la zone Est soit ouverte au service de sécurité rwandais. Et vous savez, bizarrement, lorsque nous voyons Joseph Kabila, c'est monsieur qui a agenouillé notre pays. C'est monsieur qui a détruit notre pays. Qui a déjoué Tshisekedi. C'est monsieur le plan de Tshisekedi. C'est monsieur que Tshisekedi a déjoué dans tous ces mauvais plans maléfiques contre la personne du président de la République.
Parce que Kabila, dès le départ, il croyait offrir un cadeau empoisonné à Tshisekedi, croyant que, en faisant une passation pacifique du pouvoir, c'était du simulacre et qu'il allait apparaître pour revenir aux affaires. Il y avait des accords. Et il nous a laissé Il y aurait un Sénat contrôlé par lui. Tshisekedi n'a pas respecté. Je voudrais, il n'y en a jamais eu. Et s'il y a un accord, cet accord, pourquoi il ne le dévoile pas? Quand il parle de ces fameux accords, mais qu'il vous dise quelle est la disposition pertinente de cet accord. Lorsque vous, messieurs les journalistes, vous dites non, écoutez, je vous cède mon plateau, mais lorsque j'ai besoin que mes caméras, les micros qui sont là, soient exploités de commun accord avec vous, pour des raisons de paix, on ne peut pas avoir de conflit avec vous, mais ce sont des micros que j'ai utilisés. Ça, ce sont mes éléments. Ça, c'est des biens que j'ai eu à travers l'exploitation illicite de nos minéraux. Je suis actionnaire dans plusieurs sociétés au Congo. Vous voyez, j'ai construit Kingakati et j'ai détruit autant de parcs nationaux. J'ai détruit autant de routes pour construire de bonnes routes que dans des fermes privées. Lorsque vous me demandez, et je vous dis, au nom de la paix, au nom de ces symboles de reconnaissance des élections perdues par votre camp, j'accepte de vous protéger. J'accepte de vivre en famille, en convivialité. Est-ce que cela constitue un accord de trahison de notre peuple? Je ne sais pas. À moins que ça soit une analyse méchante. Alors, revenons à la question. Voilà. Le sort qui doit être réservé à tous ces opposants non armés En qui ont tout cas, rejoint Kabila à Nairobi. Kabila rebelle, on l'a vu à Goma, on l'a vu à Bukavu, en train d'organiser des fameuses consultations. Et bizarrement, je ne le vois pas venir ici à Kinshasa organiser des consultations. On ne le voit pas non plus à Kisangani. On ne le voit pas non plus dans une autre province. On le voit que dans la zone contrôlée par le Rwanda. Et vous me posez à moi la question, quel est le sort? Non, le sort doit être directement réservé par la justice qui existe dans ces pays. Parce que nous, l'ITPS, nous avons pris le pouvoir et nous avons rendu la justice indépendante. Nous avons laissé au pouvoir judiciaire l'espace de choisir le moment et le fait et de contrôler et de faire exécuter les lois du pays. Monsieur, vous allez me poser la question. C'est une question importante. Mais oui, mais posez la question non, pareil. Vous dites, non, vous êtes analyste politique. Bien sûr. Vous avez, c'est libre, en fait, vous avez la liberté d'émettre une opinion ou un argumentaire. Oui, bien sûr, écoutez. Vos analyses, vous pensez que cette Kikouni et les autres qui ont rejoint Kabila peuvent revenir à Kinshasa. La justice est indépendante. Mais par contre, les services de sécurité doivent être très alertés. Parce que ces gens sont allés à une réunion de la branche armée, de la branche politique de la rébellion. Ils doivent aller pour s'arranger. Ils méritent une interpellation. Bien sûr. Bien sûr. Les services de sécurité doivent les interpeller. Pour leur poser la question, votre présence là-bas avec la branche militaire du M23 AFC peut être justifiée par quoi? Et s'ils ne sont pas en mesure d'asseoir leur argumentaire, ils doivent être retenus et envoyés en justice pour que la justice nous dise le fait pour lequel ces gens peuvent aller comploter contre notre nation. Parce que, messieurs les journalistes, soyons honnêtes, j'ai même entendu de la CENCO, l'organisation catholique. C'est une organisation que nous avons connue dans ces pays depuis des années. Qui a accompagné l'UDPS quand elle était à l'opposition. Qui n'a jamais accompagné l'UDPS, mais qui a toujours joué son rôle. Les prêtres ont subi des choses, hein. Je vous informe, monsieur le journaliste, que l'UDPS vit dans ces pays il y a près de 40 ans. L'UDPS vit dans ces pays. Et l'UDPS a fait des choses dans ces pays. Et continue à montrer sa capacité de mobilisation.
et sa capacité de pouvoir accompagner le président de la République. La capacité n'est plus la même, hein. Ça a changé, ça a bouleversé. Non, ça ce ne sont que, on va y arriver. Vous allez nous juger aujourd'hui, pourquoi? Vous nous jugez sur base de quoi? Quels sont les éléments? Étude comparative, quand vous avez été à l'opposition et au pouvoir, il y a une différence énorme, la mobilisation a diminué. Non, nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts. Je sais que ce qui existe dans ces pays, ce sont des opinions au sein du parti, ce sont des opinions qui ont divergé, et ces opinions sont en train de... Ça sera les derniers points. Voilà. Ça sera les derniers points. Voilà. On prend parce que vous avez parlé de la Cinco, prenons ces formats. Vous imaginez? La Cinco appelle le président, condamne d'abord l'attitude de la justice congolaise, la haute cour militaire qui a décidé, qui a jugé M. Kabila et qui l'a condamné à la peine de mort. Parce qu'il ne pouvait appliquer ce que c'est là. Parce que Kabila était poursuivi pour près de 4 chefs d'accusation. Et la haute trahison fait partie de la peine, donc des faits pour lesquels Joseph Kabila était poursuivi. Et Joseph Kabila est poursuivi également pour la rébellion. Une rébellion armée. Joseph Kabila est à l'est du pays, chef de ce que vous avez aujourd'hui comme rébellion AFC, connu parce qu'il séjourne là-bas en toute quiétude. Vous voulez quel autre élément pour démontrer que M. Kabila est de mèche avec Nanga? Non seulement la Cinco, a qualifié ses procès d'un procès expéditif, mais même aussi Bruxelles, qui a parlé d'un problème de procédure dans ce procès de Kabila. Il n'y a pas que la Cinco seule. Mais il critique la procédure. Tout ce que vous avez cité, la Belgique. On soulève, il n'y a pas eu d'éléments matériels prouvant que Kabila exactement est impliqué dans un mouvement insurrectionnel. Non. Quel autre élément matériel? Lorsque vous me trouvez dans une zone rebelle, ok? Dans une zone rebelle, je parle avec eux, je mange avec eux, je vis avec eux, ok? Mais vous ne me voyez pas réunir le même courage, venir compatir avec la population congolaise. Joseph Kabila fait une sortie médiatique pour dire que la branche là, cette histoire qu'ils ont formée du mouvement du 23 mars a des revendications légitimes, monsieur le journaliste. Les revendications légitimes que Kabila disait du M23, entre autres, accepter que la souveraineté nationale soit bradée, en introduisant les services de sécurité rwandaises sur notre sol, en cogérant cette zone du Kivu avec le Rwanda, ce sont les revendications légitimes. Lorsque ces gens, en revendiquant légitime, selon Kabila, en brandissant ces revendications légitimes, ces gens se permettent de tuer près de 7000 Congolais. Je cite uniquement pour ce qui a été fait en un seul jour dans la ville de Goma. N'est-ce pas? Ce carnage qu'il y a eu, M. Kabila n'a pas eu le courage de condamner cela. Y compris même la Cinco. Y compris, entre parenthèses, cette Cinco. Hein? La conférence épiscopale nationale. C'est une déception. Monsieur le journaliste, nous connaissons la Cinco. En fait, maître, vous allez continuer. Nous avons cru que la Cinco allait prendre fait cause pour la population. Maître Florent, malheureusement, dans votre entendement, c'est comme si vous voulez obliger la Cinco à dire tout oui, tout ce que vous faites ou vous vous posez comme acte dans le pouvoir. La Cinco est libre de mettre une opinion, de dire, une analyse objective, de dire ici c'est vrai, et ici c'est faux. Accepter d'encaisser la liberté d'expression. Vous savez, monsieur le journaliste, lorsque nous sommes dans un pays de droit, vous voyez, la Cinco se dit n'être pas d'accord avec la procédure. Selon la Cinco, il faudrait pas condamner par contumace monsieur Kabila. Dans un contexte bien précis. Attendez. Un contexte à la recherche de la paix. À la recherche de la paix. La cohésion nationale. Mais la paix est troublée par qui? Par un pays voisin. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur le journaliste?
Nous sommes victimes d'une agression rwandaise. N'oubliez pas que c'est le Rwanda qui agresse le pays et qui utilise M. Kabila et son groupe aujourd'hui. Parce que hier, Kabila a combattu les M23. Kabila a combattu ces Rwandais-là. Et Kabila a regretté d'avoir signé ces accords avec le Rwanda. D'avoir cédé quelques carrés miniers à Kagame. Mais vous dites que non, la Senko, vous voulez que nous puissions seulement imposer à la Senko de dire ce que nous pensons? Non, ce n'est pas ça l'opinion de l'UDPS. Et d'ailleurs, l'UDPS, différemment des autres partis politiques, nous avons été créés par nos pères fondateurs sur les principes de la démocratie. Très bien. Et les principes de la démocratie, la tolérance fait partie de la démocratie. Alors, nous avons toujours toléré les opinions de la Senko. Mais lorsqu'une opinion de la Senko va contre les intérêts de notre peuple, nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à décourager cela jusqu'à ce que la Senko prenne conscience de cela. Maître, on va boucler ce tout premier dossier voilà. Parce que nous avons presque épuisé le minute. On va prendre la deuxième grande partie de cette émission. Ouais. Vous êtes dans des pourparlers en respectant les injonctions, pas les injonctions, les directives de quelques processus en cours. Ouais. Si on vous demandait d'oublier tout ce que vous avez taxé à Kabila, qu'il soit rebelle, qu'il soit condamné, on vous obligeait dans le cadre de la paix à un dialogue inclusif avec Nanga, Kabila et tous ceux qui vous font mal au cœur. Allez-vous accepter au nom de la paix? Je crois que s'il y a quelqu'un qui cherche la paix, c'est le président de la République. Il l'a dit à maintes reprises. Il est allé loin jusqu'à sortir de sa bouche un serment suprême, un serment de sa vie, parce qu'il tient à la paix. Il veut que mes frères de l'Est vivent comme vous et moi. Nous sommes réveillés le matin, vous m'avez invité à votre plateau, vous m'avez vu venir calmement. Je n'ai pas eu peur des coups de balle parce qu'il n'y en a pas sous la ville. Vous voyez? Mais le président de la République a pris l'engagement devant le peuple congolais d'offrir la paix au Congo. Le seul président, il a dit ceci. Je suis prêt à un dialogue. Mais qu'est-ce que vous pensez là des opposants, ces pseudo-opposants? Parce que il y a quand même une opposition qu'on peut comprendre. C'est là la cette ligne opposition rouge, portée. Écoutez, là la ligne rouge. Vous devez oublier les restes. Écoutez-moi, monsieur le journaliste. Il y a quand même une opposition portée par un Congolais qui a la conscience nationale, qui comprend que nos frères souffrent à l'est du pays. C'est monsieur Fayoulou, qui dit quand même. Il est dans votre reconnaître. Il n'est pas avec nous dans les bateaux parce qu'il refuse toutes les initiatives de l'opposition. On l'a appelé en Afrique du Sud, il n'est pas parti. Ce n'est pas une opposition. Ce n'est pas une opposition qui l'invite. Il sait très bien que lui, il a opté pour l'opposition républicaine. Il a opté pour une opposition qui défend les intérêts du peuple. Et non pour une opposition qui défendent les intérêts de leur retour au pouvoir en oubliant leur mal qu'ils ont fait aux Congolais. C'est ce que vous me demandez, moi, de dire, oui ou non, vous allez oublier tout ce qu'ils ont fait à l'est du pays, les Congolais qu'ils ont tués. Vous pensez que ces gens qui nous ont tout détruit dans ces pays, moi, Congolais, moi, Florent, venir devant votre micro, dire, moi, je demande au président de la République d'oublier le mal que ces gens ont fait. Même les Congolais ne nous pardonneront pas. Est-ce que ce n'est pas pour vous une occasion que vous cherchez à tout prix, parce que l'UDPS avait un projet avant d'arriver au pouvoir, changement ou modification de la Constitution, et quant à ça, il faut mettre à l'écart tous ces politiques ou les politiciens qui voudraient entraver votre projet, les changements de la Constitution. C'est pas ça votre procédure. Cette constitution, nous, l'UDPS, nous avons un engagement. Et c'est un message nous laissé par les pères fondateurs. Etienne Tshisekedi Wamulumba. De donner aux Congolais une vraie constitution. C'est une constitution qui a été élaborée par les belligérants. Elle nous sert aujourd'hui de cadre juridique pour nous référer pour les orientations de la République. Mais là,
des dispositions qui doivent être modifiées. Ce n'est pas parce que nous proposons la modification de certaines dispositions constitutionnelles qu'il faut que nous soyons aujourd'hui victimes de ce que vous pensez là. Non, je ne pense pas. Moi, par contre, je dis, c'est une constitution faillible. Elle peut être modifiée. Elle peut être changée. Et ça n'a rien à voir avec cette rébellion. Parce que Nanga n'est pas parti en rébellion parce qu'il y avait changement de la constitution. Kabila n'est pas entré dans cette rébellion parce qu'il y avait changement de la constitution. Non, non, non. Kabila est allé en rébellion parce qu'il tient à revenir aux affaires. Très bien. Nanga est allé en rébellion. Il a accepté de porter la rébellion parce que Nanga a été obligé de se conformer au code minier pour que les carrés miniers qu'il exploitait illicitement soient exploités de manière dans le respect des normes, dans le respect du code minier. Et c'est ça le problème que nous avons avec Nanga. Maître, on a bouclé la première partie. Oui. La deuxième, on n'a que 2 minutes. Oui. Nous allons vous demander de jouer avec la temporalité, le timing. Exact. Vous êtes de l'UDPS. Nous avons vu qu'il y a eu l'hier d'espoir. Aujourd'hui, on parle de la paix, une paix qui semble être relative. Kabuya a été à Madrid, en Espagne, pour des besoins politiques. Il est revenu, il a tenu un speech sans se reposer, parce qu'il fallait répondre à quelques besoins du parti. Je retiens un mot. Vous pouvez nous expliquer pourquoi Kabuya peut dire, dans un speech, que c'est le secrétaire général qui a le droit d'organiser les congrès. Est-ce que vos statuts le disent ainsi? C'est vous qui êtes l'UDPS. Si nous dérapons, pouvez nous remettre sur les rails. Merci infiniment. Je crois que c'est une occasion que nous allons profiter pour offrir une opinion statutaire, n'est-ce pas, à ces débats-là. Nous sommes un parti régi par les statuts. Je profite de votre micro d'abord pour dire mon retour au secrétaire général, Augustin Kabuya Chilumba. Pourquoi est-ce qu'il a dit que le seul secrétaire général a la qualité d'organiser et de convoquer les congrès? Bien sûr, bien sûr. Il ne les tire pas de lui-même. Il les tire de ce que nous lui avons donné comme prérogative. C'est lui, ce sont des prérogatives que nous lui avons données au congrès de Ngandayala. En tant que secrétaire général, les statuts de notre parti déterminent les prérogatives claires. Il est nommé par le président du parti et c'est lui qui gère au quotidien les partis. Et les actes de gestion, vous et moi, nous n'avons pas tout le temps ici de les exploiter pour expliquer à notre peuple. Mais je reviens à la résolution du congrès de Ngandayala qui donne à Augustin Kabuya le pouvoir non seulement d'ester en justice, ce sont des prérogatives reconnues au président du parti, lisez notre statut, mais aussi les prérogatives de représenter les partis à la CENI, de déposer les candidatures, ce sont des prérogatives reconnues au président du parti, et aussi, c'est-à-dire d'investir les candidats, ce sont des prérogatives reconnues au parti, mais aussi de convoquer le congrès pour modifier les statuts du parti. Là, c'est reconnu à un secrétaire général. Bien sûr. Le seul. Dire oui ou non au congrès. Non. À l'organisation. Il n'est pas dit qu'il est le seul qui peut dire oui ou non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je reprends mes mots. En Ngandayala, pendant ce congrès-là, de 2023 au mois de mars, nous avons donné au secrétaire général de l'UDPS. D'après les statuts. Bien sûr. Et le congrès, c'est l'organe suprême. C'est l'organe qui décide en dernier ressort. Même le président du parti peut décider. Mais lorsque le congrès annule la décision, seul le congrès peut annuler la décision du président du parti. Parce que, au sein de l'UDPS, il y a la présidence du parti, qui est chapeautée par le président du parti. Très bien. Vous devez être un peu technique. Voilà. Nous avons compris la réponse. C'est au secrétaire général convoquer les congrès. Convoquer les congrès. D'après les résolutions. Quand on convoque le congrès, c'est-à-dire, on se rassure de l'organisation. Que l'organisation est déjà bien faite et qui organise ça.
C'est lui. Ok, bon, dans un... Il le fait avec les cadres du parti, c'est-à-dire cette organisation. Regarde-moi, est-ce que sur le plan de la presse, par exemple, on a besoin de la couverture médiatique, on a besoin de la logistique telle, on a besoin de ça, on s'assure de tout ça, on décrète le congrès à telle date. Ok. Mais bizarrement, très bizarrement, on voit des gens qui tentent de désorienter l'opinion et qui pensent que lorsque le président de la République a dit aller accompagner, l'aider, le secrétaire général adjoint et le secrétaire général Augustin Kabouya à formaliser leur unité pour qu'ils s'organisent et aller au congrès pour, donc, modifier nos statuts, adapter nos statuts à la réalité actuelle. Mais il y a des gens qui disent non. Mais ils font partie aujourd'hui de la présidence du parti. Maître, c'est ça le raisonnement de ceux qui a. Un petit travail de mémoire. Rappel. Ouais. Vous passez une période de crise. Exact. Au sein du parti. En fait, c'est une crise que vous avez déjà passée. Très bien, mais on ne sent pas qu'il y a une praxis dans la faisabilité des choses. Ouais. Augustin Kabouya laisse un travail à ses 6 secrétaires généraux adjoints. Dans la crise, on vous a demandé de travailler conjointement parce qu'il y avait un camp de Deo Bizimou, un camp d'Augustin Kabouya. Aujourd'hui, les 2 camps doivent travailler conjointement pour préparer les congrès. Kabouya est reconnu comme secrétaire général. Il laisse un travail à ses 6 secrétaires généraux adjoints, mais il revient en cas de manque d'application à 100% à un travail demandé à ses adjoints. Est-ce que c'est utile de les exposer dans un meeting ou de les appeler dans un cadre? Kabouya a-t-il bien agi? Non. Écoutez, il y a quelque chose de très important. Il faudrait expliquer à l'opinion. Vous savez, la réaction a été motivée par le comportement de certains cadres du parti. On parle de ces 6 secrétaires généraux. J'en arrive. Kabouya s'est intéressé aux 6. Non, pas tout le monde. Bien sûr. Lorsque certains cadres du parti, je parle de certains secrétaires généraux adjoints, lorsque ils ne veulent pas s'aligner dans la logique, n'est-ce pas, de l'unité telle que prônée par le président, la haute autorité de référence. Il y a une commission mise en place. Mais qui représente qui représente les conditions données par la haute autorité. Non. Ils ne font que accompagner. L'accompagnement ne signifie pas venir nous donner des injonctions. Ne signifie pas venir nous instruire sur ce que nous devons faire ou sur ce qui doit être fait alors que il y a un secrétaire général. Vous reconnaissez en lui l'autorité du secrétaire général. Vous reconnaissez en lui l'autorité de représenter le parti et d'essayer même en justice contre quelqu'un qui viendrait contre les intérêts de l'UDPS. Vous voulez que cette personne puisse se taire parce qu'ils sont allés dans les médias. Ils ont publié des communiqués. N'est-ce pas? Ils ont publié des communiqués dans lesquels ils exposent certaines velléités. Vous voulez que vous voulez que le secrétaire général Augustin Kabouya puisse se taire. C'est ça ce que vous demandez à Augustin Kabouya. Que dit, que demande vos statuts en cas d'empêchement, en cas de déplacement du secrétaire général Augustin Kabouya, secrétaire général en général, si on peut le dire ainsi. Que dit vos statuts? Les statuts disent quoi, en quelque sorte? Qui doit jouer l'intérim à son absence? Les statuts, sur cette question, les statuts ne disent pas que lorsque le secrétaire général se déplace, c'est celui qui vient après lui qui assume ses fonctions. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Parce que chez vous, vous avez un ordre de préséance. Par contre, non. Par contre, bien sûr, l'ordre de préséance, je vous ai dit que je suis avocat. L'ordre de préséance, lorsque vous avez ici, un avocat préséant que moi, je dois lui céder la place. La préséance, c'est au niveau protocolaire, n'est pas au niveau d'intérim. N'est-ce pas? L'intérim, c'est lui qui veut qu'il soit représenté, qui décide sur qui représente, qui va le représenter après son absence. Vous voyez?
Donc, l'intérim, c'est un droit administratif. L'intérim n'est pas assumé automatiquement. Maître, dites-vous clairement, exactement quand Kabouya se déplace, en cas d'empêchement, parce qu'il faut qu'il y ait un intérimaire, d'après l'UDPS, tel que le croquis se présente de ses adjoints, qui nécessairement devrait assumer l'intérim? Non, là vous me posez la question, est-ce à l'UDPS l'intérim est d'office ou l'intérimaire est automatique? Ça se constate. Voilà, ça se constate. Très bien. Ça se constate par la désignation par celui qui est absent, qui organise, qui laisse les documents pour dire, à mon absence, X assume mon intérim. Voilà comment. Donc, il peut prendre un secrétaire général adjoint en charge de la justice d'assumer l'intérim. Il peut même prendre un secrétaire. Celui qui gère l'administration, la politique. Il peut même prendre un secrétaire national, lui dire, voilà, pendant mon absence, vous allez assumer mon intérim. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. On termine l'émission avec un point. Peut-être vous n'aurez que 2 minutes parce que la régie nous fait signe. Ouais. Vous êtes de la Ligue des jeunes, de l'UDPS Tshisekedi. Ouais. Vu la crise, l'autorité a convoqué quand même les tenants du titre. Ouais. Et aujourd'hui, vous vivez une paix que nous considérons relative parce que ça tire à balles réelles. Elle n'est qu'au début. Très bien. Ouais. Pourquoi Yves Bonkoulou revient après avoir été ministre de la jeunesse, après avoir été à l'époque, parce qu'il était empêché, président de la Ligue des jeunes, là-bas, lors de préséances, réclamait que Emani Djoko soit automatiquement comme président de la Ligue des jeunes, président national de la Ligue des jeunes. Pourquoi Yves Bonkoulou est revenu en tant que président de la Ligue des jeunes? Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu une autre décision, nommant un nouveau président de la Ligue des jeunes. Alors, on peut dire qu'à son absence, ce poste-là était vacant. Ce poste-là avait un intérimaire. Et lorsque le titulaire revient, l'intérim cesse d'office. Donc, qui était son intérimaire? Voyez quand le secrétaire général Augustin Kabouya est rentré du voyage, celui à qui il a laissé l'intérim ne peut pas venir se prévaloir de recevoir des gens dans son bureau. Au nom du secrétaire général, non. Il doit automatiquement. Ça, c'est différent. Non. Yves Bonkoulou a d'abord respecté c'est la même chose, monsieur le journaliste. La constitution. Je voudrais ici que, monsieur le journaliste, vous puissiez édifier notre population. L'intérim de monsieur Yves a été assumé par écrit. Par écrit. Et laissé à Emani Djogo. Et monsieur Emani Nkoyi Djogo a été, pendant son intérim entre parenthèses, non, pas entre parenthèses, absent même des activités de l'UDPS. Non, c'est parce que vous avez imposé Amissi Makuta. Non, Amissi, il faut le féliciter. Il faut le féliciter. Il a tenu la ligue de l'UDPS pendant que tout le monde s'était montré absent des activités de l'UDPS. En violation. Il est vice-président. Lorsque Emani, qui a une lettre d'intérim signée par Yves Bonkoulou, président de la Ligue des jeunes, qui n'a jamais été remplacé. Il n'y a jamais eu une autre décision, monsieur le journaliste. Mais vous voulez que nous puissions ici gérer la Ligue des jeunes? C'est ce que j'étais en train de vous dire. L'article 20 de votre statut. Non, on ne pouvait pas laisser la Ligue disparaître. Parce que c'était ça le dé de monsieur Emani. En allant se griffer derrière Bizibou, monsieur Emani savait que la permanence de l'UDPS, c'est à la 11e rue. Et M. Mani savait bien que je ne peux pas assumer l'intérim dans la rue. Il est parti parce qu'il était en déphasage total avec la vision de l'UDPS. Les portes étaient fermées pour lui parce qu'il y avait Amissi Makuta. M. Emani Djogo a été incapable de se désolidariser de M. Kabound lorsque Kabound a pris la décision de partir de l'UDPS. Et lorsqu'il a même été chassé, exclu de l'UDPS. C'est la cause principale. Monsieur Mani est resté ambigu. Il est resté ambigu, incapable de dire c'est quoi sa position face à cette situation. Et monsieur Mani plutôt sachant que lui, il était président de la Ligue des jeunes par intérim, il n'est pas revenu au siège du parti. Il est resté en train d'administrer la Ligue des jeunes dans des bivettes et
des salles de conférences et de réunions dans des hôtels. Très bien. Tu vois? On va terminer, maître, à une question au plus vite possible qui ne prend pas quelques minutes. Ouais. Mais du tic au tac. Ouais. À l'UDPS, la Ligue des jeunes commence de quel âge à tel âge? Très bien. C'est une question importante. Très, très importante. La Ligue des jeunes est prévue actuellement à l'article 50. C'est l'article 50 de nos statuts qui disent que c'est de 18 à 35 ans. Oui. Donc, dépassé 35, vous n'êtes plus de la Ligue des jeunes. On parle même de 18 à 30 ans. Hein? Mais je vous informe que lorsque on parle, ça c'est l'âge de recrutement. Ça c'est un aspect à préciser. Ça c'est l'âge de recrutement. On ne peut pas recruter au-delà de cet âge. On doit recruter à partir de 18 à 35 ans ou à 30 ans. Mais lorsque les animateurs de la Ligue des jeunes sont désignés, on ne tient pas compte de leur âge. Mais ils doivent être en mesure de se conformer dans la jeunesse, d'avoir une vision de la jeunesse et d'avoir une mentalité claire de se muer et de se conformer au comportement de la jeunesse. Donc, à l'UDPS, on suppose que quand un animateur a été recruté à l'âge de 30 ans, ou de 18 à 30 ans, il peut rester dans la Ligue des jeunes jusqu'à 60 ans, 50 ans, 45 ans. Je sais que il n'y a rien qui empêche, parce que le fait, Maître, vous devez nous aider à voir clair dans vos statuts, parce qu'il y a toute une polémique qui réclame que Yves Bonkou ne mérite plus être président de la Ligue des jeunes. C'est de la polémique. Et il doit rejoindre la CDP. C'est de la polémique mal placée. C'est de la polémique mal placée. Pourquoi? Elle est alimentée par des sentimentalistes. Le président Etienne Tshisekedi Wamulumba, vivant, il nomme Monsieur Pindi Passi comme président de la Ligue, le tout premier président de la Ligue des jeunes. C'est Monsieur Pindi Passi. Il avait quel âge? Avait-il 35 ans lors de sa nomination à la Ligue des jeunes? Renseignez-vous, vous allez vous rendre compte que c'est simplement parce que c'est un animateur de la Ligue des jeunes. On a fini. David Moukeba, il était animateur de la Ligue des jeunes. Avait-il 30 ans ou 35 ans lorsqu'il a été désigné à la tête de la Ligue des jeunes? Monsieur le président de la Ligue des jeunes, comment est-ce qu'il s'appelle? Voilà. Nous finissons. Eugène Moubeya qui était à la JDPS. Il avait quel âge? C'est-à-dire l'âge ne compte plus. L'âge ne compte pas quand vous dirigez. Les dirigeants, il n'y a pas d'âge pour les animateurs de la Ligue. Mais l'âge de recrutement, c'est cet âge-là. C'est cet âge-là. Très bien. De 18 à 30 ou 35 ans. Une fois dedans, on ne change plus. Non, une fois dedans, il y a l'âge à laquelle vous allez aussi quitter de la Ligue. C'est ça. À quel âge? Non, c'est ça ce que je voudrais vous dire. L'âge à laquelle on doit quitter la Ligue de la jeunesse, c'est lorsque vous êtes encore dans cette tranche de recrutement, vous ne pouvez pas être recruté à la Ligue des jeunes. Très bien. Merci beaucoup, Maître Florent Ngandou, secrétaire national de la Ligue des jeunes en charge de la justice de ces grands partis politiques au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense quand même que vous avez compris l'essence de cette émission. Je suis le plus heureux parce que je trouve la pertinence de cette émission. Et prochainement, nous allons nous préparer très abondamment. Très bien. Merci d'avoir répondu présent. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision de nous avoir accompagnés. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été patients pour consommer ces quelques poussières de minutes nous ajoutées par la régie. Moi, j'ai dit, on vous retrouve très prochainement avec ce même plaisir de vouloir servir le peuple congolais. À plus.